Mais je me suis dit qu'on pouvait vivre des trucs incroyables en étant entrepreneur. Donc, surtout rencontrer des gens, monter une équipe, vivre une aventure humaine qui se cache en fait derrière une boîte qui est énorme. C'est aussi prendre Mojo évidemment pour être meilleur, mais aussi mieux servir. Ce que dit Pim est vrai, c'est en fait en servant mieux ton client final, tu seras meilleur. Je me passionne sur beaucoup de sujets assez vite. L'entrepreneuriat, c'est venu un peu avec... quand j'avais 22 ans, je me souviens, je tombais sur la biographie de Steve Jobs. Et je ne sais pas si c'est ce moment qui a changé ma vie, mais en tout cas, ça m'a énormément inspiré. Je pense que celui qui a été le plus bluffant, il y en a plein. Swile, quand on les a onboardés, en une semaine, ils ont un sales qui a fait x2. Et je me souviens d'une vidéo de Jack Ma qui disait To become a successful entrepreneur, you need to follow a super boss from 25 to 30 years old. Parce que la communauté est clé, parce que l'entraide nous possède, on a décidé de mettre en lumière tous ces visionnaires. Bienvenue dans le podcast Build a City for Good de Daphne. Bonjour à tous, on est reparti pour de nouveaux épisodes après un petit break estival. Et je suis ravie de retrouver le micro et mes invités aujourd'hui. On espère que vous avez tous passé de belles vacances et que vous êtes prêts pour attaquer cette nouvelle rentrée. Chez Daphne, en tout cas, ça commence fort. On est en forme olympique et on a de grandes nouvelles. Vous avez dû voir passer la dernière nouvelle il y a quelques jours avec l'annonce de notre dernier investissement dans Mojo. Et du coup, pour l'occasion, on est ravis pour cet épisode de rentrée d'accueillir Paul Berlotti, qui est le cofondateur et CEO de Mojo. Merci Salut Paul. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir pris le temps, en tout cas d'être venu chez Daphne pour parler une petite demi-heure avec nous. À côté de moi, c'est toujours une petite surprise pour les auditeurs, car ce n'est jamais le même co-host qui m'accompagne. Aujourd'hui, je suis très heureuse de retrouver Pierre-Yves Merschmann, aka Pim. Je ne sais pas si Paul, tu l'appelles Pim. Je l'appelle Pim, voilà. depuis le premier jour. Comme les gens C'est de une ma affaire famille. qui marche. Pim est le cofondateur de Daphne, pour rappel, et il est investisseur chez nous depuis 2015. Ce n'est pas un hasard s'il est avec moi aujourd'hui, car en effet, c'est avec Paul Bazin, qui est aussi investisseur, qu'ils ont réussi à séduire Paul, Com et Mathieu, Exact. les trois cofondateurs de Mojo. Ouais. Et réciproquement, Et on réciproquement, va dire... ça marche dans les deux sens. Ouais, c'est ça. Et tu tiens, peux t'approcher du micro. Pardon. J'étais un peu loin. Merci Aurélie d'avoir organisé ce podcast. Eh bien, je t'en prie. Et on y va, on commence. Paul, Ouais. on va commencer avec des petites questions quand même. Avant que tu nous parles de qui es-tu, de Mojo et de cette super start-up que vous avez cofondée il y a moins d'1 an et demi. Ouais. On voudrait savoir un peu qui se cache derrière Paul Berlotti. Quel est l'homme avant d'avoir créé Mojo ou ex-Doctolib, on connaît tout ça. On a vu ton profil LinkedIn, mais on ne sait pas où tu as grandi, qui es-tu. Okay. Est-ce que tu as une grande famille? Tu passes tes vacances où? Ça, on le sait parce que cet été, on a un investisseur chez nous qui a fait une soirée avec toi. Est-ce que tu es born entrepreneur? Est-ce que tu es sportif, compétiteur? Voilà. On aimerait avoir un peu tout ça avant de commencer à parler de Mojo. Donc je m'appelle Paul Berlotti, j'ai tout juste 30 ans. J'ai eu 30 ans le 30 juillet. Bon anniversaire, Merci un peu en beaucoup. retard. Pim, tu lui avais souhaité? On avait J'ai rien souhaité su. avant. J'ai rien su. On avait souhaité avant. Donc je fais partie d'une famille de 4 enfants. J'ai grandi à Paris. Donc j'ai une grande sœur, un grand frère et un frère jumeau. Donc tous sont hyper importants pour moi. Jumeaux. Jumeaux. On a tous carrément le même profil. Ma grande sœur est sales, mon grand frère c'est le meilleur sales que je connaisse. Mon frère jumeau aussi est très fort. Tu as recruté ton grand frère déjà ou pas? Écoute, j'essaye. Mais d'où ça vient cette... C'est dur à dire. En gros, on a un père qui a monté une boîte d'audit et une mère qui est complètement artiste, qui fait piano, guitare, peinture. Donc c'est sûrement un mix entre tout ça. Sur le côté entrepreneur, je dirais en tout cas pour moi, je me passionne sur beaucoup de sujets assez vite. L'entrepreneuriat, c'est venu un peu avec... quand j'avais 22 ans, je me souviens, je tombais sur la biographie de Steve Jobs. Et je ne sais pas si c'est ce moment qui a changé ma vie, mais en tout cas, ça m'a énormément inspiré.
Parce qu'en lisant ce livre, donc sûrement qui est probablement un peu romancé, mais je me suis dit qu'on pouvait vivre des trucs incroyables en étant entrepreneur. Donc surtout rencontrer des gens, monter une équipe, vivre une aventure humaine qui se cache en fait derrière une boîte qui est énorme. Et ça m'a donné vraiment envie. Donc en fait, depuis ce moment-là, je me suis peut-être inconsciemment préparé à faire ce que je suis en train de faire aujourd'hui. C'est pas au hasard, tu vois, si je suis allé vivre en Afrique, monter une boîte, faire un premier essai. Donc c'était très compliqué en termes de management, parce qu'évidemment, on avait une quinzaine de magasins dans toute la ville, donc avec près de 60 employés. Donc C'était une boîte dans... des laveries automatiques à Abidjan. Et ensuite, juste après, j'ai rejoint Doctolib. Donc pareil, tu vois, c'était sûrement... évidemment, c'est très facile aujourd'hui de se dire c'était prévu, mais pas vraiment. C'était quand même beaucoup de chance, tu vois, de rejoindre Doctolib à ce moment-là. Et je me souviens d'une vidéo de Jack Ma qui disait to become a successful entrepreneur, you need to follow a super boss from 25 to 30 years old. Et quand je suis arrivé chez Doctolib, j'ai rencontré donc Stanislas, qui est le CEO. Je bossais pas tout de suite en direct avec lui, mais je me suis dit que c'était sûrement mon super boss et que j'allais suivre ça. Et après, vers la fin, j'ai eu la chance de partir monter une équipe en Allemagne avec lui. Et il devait sûrement être très étonné des questions que je lui posais, parce que ça n'avait rien à voir avec Doctolib, c'était plutôt entrepreneurial. Comment c'était au début, comment tu fais pour convaincre des premiers clients quand ils n'ont pas confiance en toi, ton produit n'est rien. Et donc c'était il a dû capter direct que tu allais partir ou même pas? Je sais pas. Il s'est dit ça y est, il va se lancer. Non, je pense pas. Je pense qu'il était très concentré sur le business, mais en tout cas, il me répondait assez rapidement. Mais moi, ça me permettait de me documenter, quoi. Donc ça m'a aidé, évidemment. Ok, super. Un esprit un peu compétiteur, j'imagine, tous les entrepreneurs le sont. Tu as des... Non, sportif. En tout cas, vous arrêtez pas au moindre échec. Et puis, vous voulez dégommer les autres. Ouais, peut-être pas les autres. En tout cas, juste aller le plus loin possible. Moi, je pense que j'ai sans arrêt, en tout cas pour moi, le besoin de me prouver que je suis capable. Mais si on revient sur Mojo, donc Mojo qui vient de lever 7 millions d'euros, avec Daphne, bien entendu, et Pim et Chabir sont en lead sur cet investissement. Et Paul. Attends. Et puis j'ai dit qui, Pim et qui? Chabir. Ah mince, parce que Chabir, c'est celui que tu as croisé. Exactement. On a dit qu'on ne disait pas. on le voit d'ici d'ailleurs là. Désolé. Paul, désolé, c'est bien Pim et Paul Bazin. Donc Mojo, aux côtés de Aglaé Venture aussi, et quelques business angels. Exact. De renom. Ouais. On ne les citera pas, mais on sait lesquels c'est. Ils se reconnaîtront. Ils se reconnaissent et on les remercie aussi d'être dans l'aventure Mojo. Bien sûr. Parce que on est tous ensemble avec Mojo, du coup. Exactement. Et si on revient, Pim, sur la mission de Mojo, enfin Pim et Paul, hein. Paul, du coup, de Berlotti, hein. Ouais. Paul Bazin n'est pas sur le podcast. Ils ont les mêmes initiales. Ouais, c'est ça. Une galère. On va peut-être demander à Paul, du coup, de nous rappeler un peu la mission. Ouais. Et puis, Pim, tu n'hésites pas à rebondir. Peut-être c'est des questions que tu vas lui poser, que tu es au courant, mais les auditeurs, peut-être pas. Donc, rappelle-nous, Paul, un peu qu'est-ce que vous faites et surtout, qu'est-ce que vous allez faire de ouf dans les prochaines semaines et mois et années. Donc, Mojo, c'est une boîte qu'on a montée en janvier 2020, donc avec mes deux associés qui sont pas là, donc Com et Mathieu. Qu'on salue. Exactement, comme que j'ai rencontré chez Doctolib aussi. On parlait d'entrepreneuriat tous les jours, et donc le jour où je me suis décidé, c'était évident de lui en parler. Et Mathieu, on l'a rencontré par chance sur LinkedIn. Probablement la meilleure personne pour le rôle aujourd'hui, donc une rencontre incroyable. Et donc une boîte qu'on a montée en janvier 2020, le constat qu'on avait fait avant de lancer la boîte, c'est que on se rendait compte que pour toutes les boîtes aujourd'hui qui ont des commerciaux, elles ont un CRM, que l'information qui est présente dans ce CRM, elle est stratégique, elle est hyper importante, mais elle est renseignée manuellement par tous les commerciaux chargés de clientèle. C'est de plus en plus compliqué, l'interface est de plus en plus compliquée sur des CRM comme Salesforce, HubSpot, ou même Pipedrive. Donc l'information qui est dans ces CRM est de plus en plus incomplète et subjective. Nous, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on capte en fait automatiquement l'information en s'intégrant avec donc on va capter toutes les interactions, que ce soit échanges commerciaux, en s'intégrant avec des outils de visioconférence ou de téléphonie, donc visioconférence comme Google Meet, Zoom, ou téléphonie comme Aircall ou Ringover. On va capter l'intégralité de ces échanges, transcrire
tout ça. Donc tu as toute une conversation qui est transcrite. Un échange d'une heure, ça peut faire presque 4000, 5000 mots. Donc ça fait un énorme volume de data, et ensuite on va appliquer nos algorithmes pour détecter des informations dans ce transcript. Et ces informations, elles doivent permettre aux commerciaux de devenir plus forts, de progresser, de mieux gérer leur deal, d'avoir plus d'infos. À aucun moment, c'est un truc où ils se sont dit, c'est pour écouter, pour être écouté, où il n'y a pas eu une chose comme ça. Oui, bien sûr. Quand on m'a présenté le deal, moi je me suis dit, ah là, ouais, d'accord, en fait, on va les espionner et on va leur dire. Il n'y a pas eu un côté un peu difficile. Si, bien sûr. Ouais. Notamment, tu vois, sur les premiers onboarding. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a une strat d'onboarding où on onboard les équipes. Parce qu'en fait, on leur explique précisément ce que c'est que Mojo. C'est sûr que si tu dis on va enregistrer tes conversations, on va pouvoir les analyser, ça peut allumer des mauvaises lumières. Ouais. Donc évidemment, leur expliquer en fait que c'est pour eux. Donc il faut juste déjà les convaincre là-dessus. Et je pense qu'en une semaine, 2 semaines, il n'y a plus de débat, puisqu'en fait ils se rendent très vite compte que ceux qui s'en servent le plus, c'est eux. Ouais. Et il y a des vrais usages. Je peux parler par exemple de Payfit. En 2 semaines, ils ont eu des résultats bluffants, parce que ils pouvaient beaucoup mieux préparer leur meeting. Ils ont donc plusieurs calls avant de faire un closing, un call de découverte, un call de démo. Et pour préparer leur démo, ils réécoutaient les 5 moments forts de la discovery. Tu arrives beaucoup plus préparé, alors qu'avant, ils disaient une prise de notes. Ouais. Donc très vite, ils se rendent compte que c'est pour eux. Ouais. Et souvent, on dissocie aussi la satisfaction client de l'efficacité commerciale, alors qu'elles peuvent être parfaitement liées. Oui, exactement. Et dans notre cas, c'est encore plus le cas, puisque aujourd'hui, notre cible, c'est vraiment notre end user, c'est le commercial. Donc, et c'est lui qui va tu vois, le NPS aujourd'hui qu'on remonte, c'est eux qui évaluent l'outil. Et donc, évidemment, là, les 2 sujets sont corrélés, quoi. Donc, comme tu disais, des chiffres qui sont parlants aujourd'hui en 1 an et demi, quand même. Ouais. T'en as quelques-uns à nous... Oui, on a, je pense que celui qui a été le plus bluffant, il y en a plein. Swile, quand on les a onboardés, en 1 semaine, ils ont un sales qui a fait x2. Conto, ils ont augmenté de près de 20% leur performance commerciale, donc leur taux de closing carrément en moins d'1 mois. Sur des cycles de vente plus longs comme Payfit, c'est un petit peu plus difficile à évaluer, mais donc Payfit, Spendesk ou d'autres boîtes, ils ont augmenté leur performance, tu vois, notamment sur la taille de leur deal. Ils se sont améliorés sur des sujets de négociation aussi. Donc ça, c'est des chiffres qui sont hyper parlants pour toutes les équipes commerciales. Donc en gros, grâce à toi, tu permets d'avoir le discours parfait. En fait, tu t'arrives à agréger tous ces discours de vendeurs de tapis. Non, je rigole, les commerciaux. et en fait, à la fin, tu arrives à en faire... Ça, c'est le discours parfait, en gros. Ou comment vous faites... Non, parce que en tout cas, sur notre cible de vente B2B, où tu as des cycles de vente qui sont longs, il n'y a pas un discours parfait, puisque chaque vente est différente. Les objections vont... évidemment, tu peux faire un top 5 des objections, mais elles arrivent à un moment différent. Il y a peu de ventes qui se ressemblent très précisément. Plus tu es sur des ventes simples, je dirais transactionnelles, avec des petits montants, là, en effet, tu vois, sur un call center, là, les ventes se ressemblent, les calls sont quasiment tous les mêmes. Donc, pour nous, c'est pas vraiment de dire, OK, je vais donner le pitch parfait, tu lis ça et ça va marcher. C'est plutôt... il y avait ces besoins que le client t'avait parlé dans la discovery, tu les as peut-être pas pris en note, tu vas pouvoir revoir ça très rapidement, toutes ces informations qui peuvent être utiles, par exemple le feedback d'un client sur une telle ou telle fonctionnalité pour l'équipe product, ou carrément des choses qui peuvent enjouer le client que l'équipe marketing ne sait pas, et là tu vois, toute cette information la rend ultra disponible, ultra accessible pour toute la boîte. Là, tu vas beaucoup plus loin. Ouais. Il y a un point sur lequel tu insistes, c'est le caractère disponible de l'information pour le reste de la boîte, parce que l'onboarding commence au moment de l'acte de vente. C'est-à-dire que bien connaître son client final, et bien le connaître, et bien le servir, et avoir le discours adapté, et la proposition de valeur adaptée, c'est aussi clé dans la satisfaction du client final, en fait, du client de l'entreprise qui est client de Mojo. Exactement. Et c'est le cas, tu vois, c'est pour pas mal de boîtes. C'est aussi prendre Mojo évidemment pour être meilleur, mais aussi mieux servir. Ce que dit Pimeret, c'est en fait en servant mieux ton client final, tu seras meilleur. Et Pim, donc au-delà du fait que Back Market, Swile, plusieurs de nos boîtes adorent Mojo, si je me trompe pas. Tu as raison. C'est bon. À tout moment, j'en cite qui sont pas du tout clients.
Vous avez rencontré Paul, comment ça s'est passé la rencontre avec les 3 cofondateurs et quelle est enfin, tu l'as un peu dit, la proposition de valeur, mais qu'est-ce qui nous a séduit aussi chez Mojo et chez ces 3 entrepreneurs? Non, mais les entrepreneurs, on les suivait depuis un petit moment. En fait, on s'était rencontrés dans le cadre du seed, au moment où c'était pas forcément le bon moment pour nous, ni pour vous, ni la structure de Tour. Et donc, on se suivait les uns les autres avec l'équipe de fondateurs. Et donc, ça faisait partie des sociétés qui étaient sous notre radar. Et ensuite, ce qui nous a séduit dans la proposition de valeur, c'est cette vision moyen et long terme d'améliorer pour toutes les parties prenantes autour de la table, c'est-à-dire à la fois la société, les vendeurs dans la société et les clients de ces sociétés, et avoir un écosystème de CRM adapté aux nouveaux usages, et pas uniquement avoir les tuyaux qui donnent la donnée, mais avoir quelque chose qui soit bâti dans l'intérêt collectif. Et ça peut paraître un petit peu bizarre de dire ça va permettre de mieux vendre, mais ça ne s'arrête pas là en fait. Oui, ça permet de mieux vendre pour les clients Mojo, parce que c'est hyper important. Il ne faut pas oublier qu'une boîte se développe d'abord par ses ventes et pas par l'argent qu'elle lève. Et donc, il y a un enjeu clé autour de tout ça. Mais après, il y a plein de briques qui vont pouvoir être bâties autour de tout ça. Parce qu'un client qui est content, c'est un bon client quand il a bien compris la proposition de valeur, parce que le commercial n'aura pas été un vendeur de tapis justement, et aura été quelqu'un qui aura compris ses besoins, il se sentira en confiance, il y aura une notion de transparence, il remontera peut-être plus facilement les problèmes, ses besoins d'utilisateurs qui pourront nourrir la société. Donc ça fait grandir tout le monde. Donc ça, c'est le premier sujet. Deuxième sujet qui est hyper important, au-delà de la qualité des fondateurs et de leur entrain et de leur capacité à développer le business, c'est aussi le fait que Mojo, souvent on caricature beaucoup de sociétés sur le fait qu'elles vendent essentiellement à leur écosystème, ce qui est très vrai dans les exemples emblématiques qui sont pris, mais Mojo arrive à vendre à des boîtes qui sont plus industrielles aussi. C'est-à-dire que cette problématique, elle n'est pas propre à un écosystème récent, elle est propre, c'est une problématique qui est ancestrale de toutes les sociétés depuis des dizaines ou des centaines d'années, qui est d'essayer de bien vendre ses produits, bien les mettre en valeur et bien répondre aux besoins utilisateurs. Donc, je sais pas, tu peux en parler un petit peu, Paul, mais voilà, c'est les clients, c'est pas uniquement Back Market, Swile, Spendesk, etc. Mais ça dépasse ça, et même le pipe commercial de Mojo, il est très articulé autour de tout ça. On a tendance à les mettre hyper en avant parce qu'elles ont un pouvoir de prescription qui est fort, parce qu'elles sont Swile, Doctolib, ça parle très vite. Mais on a des boîtes qu'on salue s'ils écoutent, mais une boîte comme un Rivalis, par exemple, qu'on équipe quasiment depuis la première heure, qui est une boîte, tu disais, industrielle, plus établie en tout cas, qui existe depuis une bonne vingtaine d'années, et qui a exactement cette même problématique. Aujourd'hui, rencontrer un commercial, et c'est une problématique qui grandit évidemment depuis 2019, où la vente à distance, en visioconférence, se démocratise hyper fortement. À trouver les bonnes informations pour mieux conclure sa vente, trouver les bonnes informations dans son CRM, et même renseigner de l'information dans son CRM, c'est un problème qui existe chez tous les commerciaux du monde. Et tous ces clients que vous avez réussi à signer là en moins d'1 an et demi, vous êtes combien justement aujourd'hui chez Mojo, et comment vous avez fait un peu vous êtes une armée, vous avez déjà ou bien vous êtes super bien organisé, comment ça se passe? Justement, on a à peu près un peu moins de 150 clients, donc chaque cycle de vente est hyper important à gérer, parce que c'est quand même des boîtes où tu rajoutes une vingtaine de licences, donc c'est quand même une vente qui se conclut pas en un jour, donc tu peux pas être une armée pour ça. Je dirais que l'approche qu'on a commerciale, elle est ultra focus, c'est-à-dire que dès qu'on a un lead, dès qu'on a une opportunité qui se crée, là, on met un maximum d'intensité. Donc, on va sonner toutes les cloches chez nos clients pour aligner la décision. Normalement, aujourd'hui, quand on fait une démo, on a de la chance qu'il y a un vrai effet waouh dans la démo. En revanche, c'est pas des boîtes où il y a juste un décisionnaire. Donc, la personne qui est dans la démo, il faut l'encourager à refaire une deuxième démo, à ramener d'autres décisionnaires. C'est parfois difficile. Et c'est pour ça que je te parle d'intensité. C'est créer de l'intensité, c'est... peut-être le dernier truc à faire. Enfin, il faut tout faire, et même s'il faut aller carrément devant leur bureau pour leur dire participer à la démo. Et ça, je pense que c'est ça l'intensité, c'est de rassembler tout le monde autour de la table et de faire en sorte que la décision se prenne vite. Donc il faut pas attendre
que le client nous rappelle. On peut pas partir d'une démo en ayant ok, bon, on y pense et on vient vers vous. Ouais. Donc aujourd'hui, vous êtes 25 collaborateurs. Exactement. Si c'est bien ça. C'est ça. Et ces 7 millions d'euros vont servir à quoi, en fait, Pim et Paul, d'ailleurs, les deux? Pim, qu'est-ce que tu veux en faire, toi? Moi, j'en fais rien. Je te les ai donnés. C'est toi qui as la main sur le compte. Exactement. Donc l'objectif, c'est le même. C'est évidemment accélérer notre croissance en France, faire x10 carrément sur une croissance internationale. On a déjà des premiers clients en Allemagne, en Espagne. Alors, on les a closés en anglais, donc avoir une présence locale, enfin en tout cas qui parle la langue locale, développer du marketing local et évidemment investir massivement sur la tech et les tonnes de fonctionnalités qu'on veut sortir qui vont délivrer une valeur incroyable pour nos clients. On est rentré vraiment sur l'axe transcrire des conversations, les rendre ultra accessibles, partager cette info. Et maintenant, il y a des fonctionnalités évidemment d'être encore meilleur là-dessus, mais il y a aussi des fonctionnalités de visualisation de l'info et transformer carrément la façon dont on fait de la vente aujourd'hui. Comment on gère un pipe, comment on peut avoir de la visibilité sur son pipe. Là, je te parlais d'intensité. C'est tellement dur à faire aujourd'hui avec les outils qu'on a. C'est tellement dur de se dire, là, j'ai 10 commerciaux, ils ont chacun une dizaine de deals top prio. Quel est le niveau d'intensité sur leur deal? C'est hyper dur à avoir. Et donc, et pourtant, c'est clé. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'intensité, en fait, il n'y a rien. Et aujourd'hui, si tu enlèves tous les deals de tous les commerciaux de France où il n'y a pas d'intensité, je te jure qu'on gagnerait beaucoup de temps. Ils gagneraient beaucoup de temps. Et donc, tu vois, quand je te parle de fonctionnalités qu'on veut sortir, comment améliorer justement cette visibilité sur l'intensité? Maintenant que nous, on est capable de s'intégrer avec tous les logiciels qui permettent l'interaction. En termes de recrutement, vous êtes sur Welcome to the Jungle, j'imagine. Ouais. On peut tout trouver. Ouais. Donc, d'ici 2022, vous voulez passer à 60 collaborateurs? Non, on veut recruter 60 personnes. Ah oui, plus 60, oui, pardon. 60. J'ai mal fait mes devoirs en écoutant. Plus 60 sur des fonctions. Et là, en ce moment, comment on peut t'aider s'il y a des gens qui nous écoutent et qui veulent rejoindre l'aventure Mojo? Ouais. On veut des entrepreneurs. On veut que ce soit en account exécutif, donc des sales. Ils n'ont pas forcément besoin d'une grande expérience, mais déjà d'avoir des gens qui ont extrêmement envie. Ça c'est le number one. Donc évidemment, account exécutif, account management, ce que disait Pim, c'est aujourd'hui, une fois qu'on a des clients, comme on sort tout le temps des nouvelles fonctionnalités, il faut être sûr qu'ils soient au courant que ces nouvelles fonctionnalités existent. On veut que nos clients explosent leurs résultats en utilisant Mojo, et ça passe par évidemment une très très forte compréhension de l'outil qu'ils utilisent, une très forte adoption des nouvelles fonctionnalités, et évidemment en tech aussi, en marketing, où il y a un vrai sujet aussi. L'enjeu est un enjeu européen aujourd'hui, à minima. C'est-à-dire que c'est ce que disait Paul, c'est que les clients, il y a pas mal de clients que vous accompagnez aussi dans leur propre internationalisation. Exact. C'est un vrai enjeu. Ouais. Et ensuite, Mojo, la solution aujourd'hui, elle peut servir des clients étrangers Day One. Oui, exactement, c'est le cas. Et quand tu dis on accompagne les clients, ce matin, je reçois un mail d'un de nos super clients qui avait une super grande équipe en France et qui vont ouvrir l'Allemagne. Et c'est le premier truc qui m'a demandé, quoi. Ouais. Super. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas abordées? C'est assez court et on est bientôt déjà à une demi-heure, vous imaginez. Le temps passe vite. Est-ce qu'il y a des choses, des choses que tu as envie de rajouter, toi, Paul, qu'on n'aurait pas dit, qu'on n'aurait pas assez dit, assez partagé avec les auditeurs ou Pim? Il nous reste quand même... Moi, j'ai toujours 4 questions à la fin. Tu as toujours tes 4 questions. Oui. C'est bien. C'est toujours la surprise de la fin. Elles sont drôles. Alors là, on reste un peu sérieux. Okay. Non, petite question peut-être pour Paul, c'est sur les secteurs. Est-ce que du coup, il y a des secteurs de prédilection où l'offre et le service Mojo est plus prédestiné, ou est-ce que globalement, ça s'adapte à tout? Évidemment, ça s'adapte à tout, mais on a des cibles beachhead market, évidemment. Donc en premier, il faut relier ces secteurs avec la façon dont ils font de la vente. En fait, nous, dès qu'on a une équipe commerciale nombreuse qui fait ses ventes en visioconférence, en call, où il y a de plus en plus d'interactions avant de closer une vente. Donc là, je dirais dans l'édition de logiciels en premier, ça c'est évident. En deuxième, en service. Et en troisième, c'est du service, mais c'est presque un secteur à part entière, le call center. Ok,
Très bien. Bon, très clair. Ouais. On a terminé. Mojo, c'est bon. Vous avez retenu MODJO. Comme Mathieu, on vous salue. Bravo à vous et on est ravis de vous accompagner. On finit avec les 4 questions drôles. Déjà, avec Pim, on voulait s'assurer, parce que tu nous as dit que tu avais quand même un frère jumeau, que c'était bien Paul Berlotti qui était en face de nous depuis une demi-heure. Je ne peux pas répondre à cette question. Et donc, on commence avec la première question. Comment tu déconnectes, toi ? Mal. Je pense que je suis pas celui qui déconnecte le plus. Je pense que pour moi, la déconnexion, je fais beaucoup de musique, donc piano, guitare, et ça, c'est chaque soir d'essayer d'en faire hier soir, enfin tout le temps, et ça, c'est un très bon moyen de déconnecter. Là, vraiment, je sais que quand j'en fais, j'oublie. Et quand je dis que je déconnecte mal, c'est peut-être pendant les vacances, où là, je reviens de 2 semaines de vacances. T'es toujours un peu sur le feu. Et je trouve que c'est dommage parce qu'évidemment, t'as besoin en réalité de 3-4 jours vraiment de débrancher pour la déconnecter. Et donc ça, je suis pas le meilleur exemple là-dessus. Pim. Ensuite, quel est le pire pitch d'un commercial que tu aies pu entendre ? En fait, pour moi, dans la vente, et surtout il n'y a pas de surtout, dans la vente, tu es en face de ton client, comment tu fais pour qu'il enlève la casquette de commercial que tu as sur la tête ? Et ça, c'est là, tu vas vendre. En fait, demain, ton fils, ton frère, ta sœur t'appelle en disant « Attends, il faut absolument que tu essayes ce truc-là ». Tu sais qu'il ou elle n'a pas d'intérêt de vendre ça, donc tu lui fais confiance, tu as du trust. Okay. Et ça, c'est, je dirais, le pitch, le pire pitch, en fait. C'est les commerciaux qui n'arrivent pas à enlever cette casquette, qui répondent oui systématiquement à toutes tes questions. En fait, il y a une énorme valeur à dire non. Alors parfois, il ne faut pas dire non sur des trucs très importants, parce que tu espères que ça va arriver, mais dire non sur des trucs, évidemment être hyper préparé, mais savoir dire non, ça va éviter de créer un effet déceptif, mais ça va surtout te faire monter en confiance auprès de ton prospect. Donc ça, je dirais, le pire pitch, c'est instinctif. Ça, évidemment, on sait faire ça. Bien sûr, ça c'est catastrophique. Là, on perd confiance. En fait, il va arrêter de te poser des questions et la vente ne va pas se faire. Très bon conseil pour les commerciaux qui écoutent, enlevez vos casquettes. Et 3e question, ton plat africain préféré, parce que tu as monté ta première boîte en Côte d'Ivoire. C'est pas hyper varié, ça tourne un peu toujours autour des mêmes plats, et partout en Afrique, parce que je connais bien l'Afrique. Le poulet braisé. Le poulet braisé. Ouais. Et tu as une adresse à Paris à recommander à ceux qui vivraient à Paris ? J'ai un restaurant éthiopien que j'ai fait qui est dans le 6e arrondissement. Ils se reconnaîtront parce que je connais plus la rue. C'est en face de l'ancienne école polytechnique. Ok. Voilà. Et là, c'est excellent. Excellent. Et puis, c'est local. Ok. Quand tu vas en Afrique, ça te rappelle même le restaurant de Paris. Et la dernière ? Quand as-tu le plus de mojo ? Quand j'ai le plus de mojo ? Pour les auditeurs, attends, vous savez quand même tous qu'avoir le mojo, c'est avoir la cote, quoi. C'est l'alignement des planètes quand tout va bien. Tout va bien. Et même c'est avoir aussi, quand tu es en mode séduction, un peu, que tu cherches quelqu'un dans ta vie, c'est un peu en ce moment, j'ai le mojo, j'ai plein de conquêtes. Oui, exactement. Entre guillemets. T'as des trucs à nous dire ? Est-ce que t'as le mojo ? J'ai eu le mojo, c'est fini maintenant. Quand est-ce que j'ai le mojo ? Il faut qu'il y ait déjà une première bonne étape. Je pense que tu fais une super vente, bam, ça se conclut. Là, c'est un début de mojo très fort. Faut convertir avec une 2e étape où tu vas réussir. Et là, ça va durer pendant 2-3 mois. Et on est bien d'accord, le nom vient de ça ou pas ? En fait, ça vient d'où, de plein de choses. En effet, évidemment, la réussite, le mojo, c'est la réussite commerciale, c'est assez lié avec le mojo. Il y a un groupe français qui s'appelle Mojo qui a fait une chanson Lady qu'on aime bien tous les trois avec Mathieu et Com. C'est plein de choses. D'accord, ok.
Bon, en tout cas, on souhaite que vous ayez le mojo le plus possible. Merci. Nous aussi. Exactement, collectivement. Collectivement, exactement. On a terminé, on est bientôt à 35 minutes, donc on a dépassé le timing. Et en plus, on doit lâcher Paul, qui doit filer. Ces entrepreneurs, ils n'arrêtent pas. Et Pim aussi. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Merci Aurélie. J'espère que vous avez passé un bon moment. Ouais. Et j'espère que les auditeurs aussi, pour cet épisode de rentrée. Et vous inquiétez pas, on arrive avec plein d'autres épisodes. La semaine prochaine, c'est reparti. Plein de nouvelles aussi, plein de membres de la communauté qui viennent nous voir. Donc on vous tease un peu, et si vous aimez l'épisode, on ne le dit jamais, partagez-le. Bon, on n'a pas vraiment d'objectif de sponsoring, nous, mais juste partagez-le pour que les gens connaissent Mojo, c'est toujours sympa. Voilà, allez, à bientôt, salut. Merci beaucoup. À bientôt, merci. À bientôt.